Obamagate est passé d'un sujet abordé par les médias complotistes à un sujet mainstream couvert par la presse ainsi que par le milieu politique et judiciaire. Il y a officiellement des appels d'inculpation qui ont été faits, ça parlait d'arrestation, ça parlait de plein de choses. On va regarder une petite vidéo ensemble pour déjà poser les bases, ok? We just got a peek inside Obama's black book, and it turns out Barack knew the Russia hoax was a hoax all along. Donc, les rapports disent que Barack Obama savait. Voilà, tout bête, c'est fait. Mais il a quand même promis pour saboter la présidence de Trump. La directrice du DNI, Tulsi Gabbard, déclassifie de nombreux documents montrant que les responsables du renseignement d'Obama l'ont informé quelques semaines après l'élection de 2016 que les Russes n'avaient en réalité pas influencé l'élection. Je cite, « Notre analyse conclut que les acteurs russes et criminels n'ont pas influencé les résultats des récentes élections américaines. Les activités criminelles n'ont également pas atteint l'ampleur et la sophistication nécessaires pour modifier les résultats des élections. » Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu ingérence russe à l'époque. Gardons ça en tête. À chaque fois qu'on l'entend, c'est la faute des Russes en France. Okay? Parce que dans ce cas précis, la Russie, c'était un bouc émissaire. Tu vois, est-ce qu'ils ont joué un rôle? Oui, mais pas du tout celui que les médias disaient. C'est plutôt le contraire. Tu vois. Alors, lui et son équipe ont donné des instructions aux agences de renseignement pour fabriquer de nouveaux rapports soutenant la collusion avec la Russie, etc., etc. On va voir plus en détail tout ça, mais pour continuer, la directrice du renseignement national à la télé, il va dire le suivant. Cela n'affecte pas seulement les démocrates et les républicains. Ce n'est pas une question de démocrates ou de républicains. C'est une question avec un impact si significatif qu'elle devrait concerner tous les Américains, car elle touche au tissu et l'intégrité de notre République démocratique. Ça touche au système entier, tu vois. Si ces dossiers sortent, enfin, quand ils sortiront, parce que là, ils sont lancés, et quand il y aura des conséquences, c'est la fin du système politique occidental tel qu'on le connaît, global, parce que tout le monde est impliqué. Nous sommes ici dans une situation où, dans les mois précédant l'élection de 2016, la communauté de renseignement a évalué, est-ce que les documents détaillent, la communauté de renseignement a évalué que la Russie n'avait pas les outils, la capacité clé ou l'intention d'essayer de changer le résultat de l'élection présidentielle américaine. Donald Trump remporte une victoire historique contre Hillary Clinton en novembre 2016. Même dans les jours qui ont suivi cette élection, la communauté du renseignement a maintenu son évaluation cohérente qui reflétait la même chose que dans les mois précédant l'élection. Tout d'un coup, au début du mois de décembre, un briefing quotidien du président a été rédigé. Cela a été mis en place par les différents éléments de la communauté du renseignement qui reflètent cette même évaluation, essentiellement que la Russie n'a pas essayé de pirater l'élection. Ce briefing quotidien, ce document a été retiré quelques heures avant qu'il ne soit censé être publié pour que le président le voie le lendemain matin. Ce document n'a jamais été publié jusqu'à ce que nous le rendions public hier. Un jour plus tard, le président Obama convoque une réunion dans son Conseil de sécurité nationale, ses principaux responsables, pour discuter d'un sujet sensible. Et les résultats de cette réunion que nous avons publiée hier, et c'est plus de 100 documents qui parlent en détail de la manière dont le président Obama et son équipe ont fabriqué de toutes pièces des renseignements qui détaillent non pas si, mais comment la Russie a essayé d'influencer le résultat. Donc, voilà, pas seulement ils ont modifié le rapport, ils l'ont supprimé, éliminé, mais ils ont dit l'exact opposé. La question, c'était plus est-ce qu'ils ont influencé ou pas. La question, c'était comment ils l'ont fait. Donc, et maintenant, attention, ce qui est important, c'est que ces choses-là, nous, on les disait à l'époque, et les médias mainstream et les institutions judiciaires disaient que c'est des conneries, tout ça, c'est des théories complotistes, QAnon et mon cul sur la commode, tu vois. Mais maintenant, c'est la directrice du renseignement national, c'est-à-dire celle qui a pris la position de James Clapper, tu vois, qui était à l'époque le directeur et qui était impliqué, tu vois.
Ça va même plus loin que ça, hein, si tu vas par là. C'est-à-dire que Trump, qu'est-ce qu'il a fait depuis 2020 ? Il n'arrête pas de dire que l'élection a été truquée. Un autre dossier qui est encore dans les starting blocks et qui n'est pas encore vraiment très très chaud. Et que depuis 2020, qu'est-ce qu'on nous entend dire ? Ah non, c'est du complotisme, il n'y a aucune preuve qu'il a comploté, enfin qu'il a truqué l'élection. Alors que eux, dans le même temps, ont dit depuis 2016 que l'élection avait été truquée, repris par l'intégralité des médias. Et aujourd'hui, on a les preuves qu'en fait, c'était truqué par... les mêmes qui ont truqué d'ailleurs, et ça c'est intéressant de le mentionner, le laptop d'Hunter Biden, là, tu sais, là, que dès que le laptop d'Hunter Biden est sorti, tu m'avais dit, ah non, tout ça c'est des bêtises, c'est du complotisme. Donc là, on a quand même 3 affaires, là, côte à côte. Donc, une dont on n'a pas encore tous les éléments, c'est-à-dire l'élection de 2020, mais on a quand même beaucoup d'éléments qui consistent à dire que c'est les mêmes qui te traitent de complotiste toute la journée en te disant, ah bah nous, on a les preuves, on a les machins, on a les trucs, fabriquent des preuves, mentent, ne présentent jamais les preuves que soi-disant ils ont, et finalement passent à la télé pour essayer de saboter tous les fondements du système démocratique américain. Donc ouais, effectivement, ça remet en cause donc les services de renseignement, les médias, même les institutions politiques en soi, et donc c'est quand même... Concrètement, Tulsi Gabbard, ce qu'elle te dit, la directrice du renseignement national, elle te dit que depuis sa position, elle est capable d'affirmer, avec des éléments factuels qu'elle peut apporter, et qu'elle a apporté, que son institution qu'elle représente, le renseignement national, a été utilisée contre Donald Trump. Donc, et elle est bien placée pour le savoir. Donc, ça veut dire, cette fois, la source, c'est l'institution elle-même qui a fait la connerie à l'époque avec James Clapper en tête, qui est en train de dire, il y a ça qui s'est passé. Niveau crédibilité, je pense qu'on ne peut pas avoir plus crédible que l'entité elle-même, tu vois, dans ce cas précis. Ah oui, mais ça n'empêche pas tous les médias mainstream à la botte du système de te dire que voilà, ce sont des allégations infondées, qu'il n'y a aucune preuve d'eux, etc., etc. Donc en fait, chacun continue à dérouler son narratif en se bouchant les yeux et les oreilles. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va converger. Nico ? Moi, le seul truc, c'est qu'on n'a pas évoqué le point de vue russe sur ces points-là. Même si justement, faisons-le. Voilà. Les Russes, en fait, déjà d'une. Logiquement, oui, évidemment, la Russie, le candidat qui était plus favorable pour elle, c'était Trump, évidemment, puisque rien que dans la rhétorique pré-campagne et la rhétorique de campagne, il n'était jamais aussi agressif que Hillary Clinton vis-à-vis de la Russie, qui était une sacrée radicale. Elle voulait, elle voulait régler le compte à la Russie, en fait, quasi immédiatement. Et qui plus est, les Russes, de leur côté, ils ont joué leurs cartes comme ça. Ils avaient des dossiers sur Hillary Clinton qui démontraient qu'Hillary Clinton était psychiquement instable, qu'elle était sous médication très très lourde, notamment je crois que les anxiolytiques et les trucs, les calmants, etc. Donc elle n'était pas du tout en mesure d'être présidente de la République. Est-ce que tu me permets de mettre le passage précis où elle dit ça dans la conférence de presse? Parce que je pense que sortant de ta bouche, ça paraît absurde. Même si tu as raison, mais sortant de la sienne, d'un coup, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours cette question de crédibilité. Donc là, c'est la directrice du renseignement national américain qui dit les choses suivantes. Je vais passer en revue les principales conclusions du rapport de la Commission du renseignement qui a examiné les allégations d'un rapport de la communauté du renseignement ordonné par le président Obama et publié en janvier 2017. Tout d'abord, les principaux intérêts de Poutine concernant l'élection de 2016 étaient de saper la confiance dans le processus démocratique américain sans montrer de préférence pour un candidat en particulier. En fait, ce rapport montre que Poutine s'est abstenu de divulguer ces informations compromettantes sur Hillary Clinton avant l'élection, prévoyant plutôt de les publier après l'élection pour affaiblir ce que Moscou considérait comme une présidence Clinton inévitable. Dans le rapport de la communauté du renseignement de janvier 2017 ordonné par le président Obama, John Brennan, alors directeur de la CIA, et la communauté du renseignement ont intentionnellement supprimé des renseignements montrant que Poutine gardait les informations les plus compromettantes qu'il possédait sur Hillary Clinton pour après sa victoire potentielle et probable. Le rapport entre dans les moindres détails sur les informations que la Russie et Poutine avaient sur Hillary Clinton, qui incluaient des actes criminels possibles.
il y avait des emails de haut niveau du DNC détaillant des preuves de problèmes de santé, des problèmes psycho-émotionnels de Hillary. Des emails de haut niveau du DNC. Vous savez, c'est une question d'email, là, encore une fois. Des accès de colère incontrôlée, des excès de colère incontrôlée, de l'agressivité et de l'euphorie, et que la secrétaire générale Clinton était prétendument sous un régime quotidien de tranquillisant puissant. Et pour appuyer ce point-là, j'avais mis deux liens de côté. Juste, vous savez, il y a ces vidéos mimes qui ont regardé. Mmh. Donc, elles viennent de quelque part, tu vois. Voilà. Et regarde son attitude. Vous voyez comment genre elle pète un plomb, et là j'ai une autre, c'est le fameux mime justement où elle pète un plomb sur scène, et c'est je sais pas, regardez. Voilà. Non mais c'est là la première, regarde sa tête. What the fuck, tu vois. Ça a pas l'air d'être des réactions qui sont maîtrisées en fait. Ça a l'air d'être des, tu vois. Tu sais, quand t'as une crampe là, t'as des mouvements complètement involontaires et des spasmes qui te. Voilà, on avait l'impression que c'est ce genre de choses, quoi. Comme si elle avait un petit particule de LSD qui avait kick-in à un moment donné. Là. Et vous vous rappelez de cette vidéo que beaucoup ont utilisée pour propager des conneries, où on voit Hillary Clinton s'effondrer et être portée par ses gardes du corps dans sa voiture. Tu vois, elle s'effondre pour des questions de santé, et c'est de cette époque-là. Tu vois. Donc, toutes ces choses-là, c'était juste pour apporter un peu plus de poids sur ce qui est dit à propos de ce que les Russes savaient. Quand même, il semblerait qu'il y a un pattern du côté des candidats démocrates, parce que donc, entre Hillary Clinton, où maintenant c'est avéré, en parallèle de ça, on a quoi? On a Biden, et on a toute l'histoire de Biden. En ce moment, il y avait le médecin présidentiel là, qui a ausculté Biden, qui a refusé de répondre à n'importe quelle question sur son état de santé, les questions étant, en gros, est-ce que vous saviez qu'en fait, il était complètement sénile au cours de sa présidence? Contrairement à ce que tous les médias mainstream disaient que non, il est super, c'est un boss, c'est un grand président. Tu rajoutes à ça, on a, comment elle s'appelle? Nancy Pelosi, qui est quand même venue plusieurs fois très ostensiblement enivrée, complètement bourrée en fait, pour prendre le micro. Il y a quand même un pattern qu'on peut pas ignorer, que les tenants officiels du pouvoir ne sont pas aptes, semble-t-il, à exercer ce pouvoir. Ce qui confirme cette vision qui sont psychotiques, mais ça confirme en fait que ces gens sont justement choisis parce que ils ont ces faiblesses, ces dépendances, sénilité, dépendance à des médicaments, des choses comme ça, et ils sont d'autant plus contrôlables dans ces conditions-là en fait. Si jamais t'es le marionnettiste, t'as intérêt à prendre une marionnette dont t'es sûr qu'elle va pas se retourner contre toi lorsqu'elle en aura envie, quoi. Et voilà, c'était un petit point de détail qu'il fallait quand même préciser. Donc vous allez vous poser la question. Oui. Pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas relâché ces informations sur Hillary Clinton à ce moment-là, ou même depuis? Pourquoi ils n'ont pas intérêt? C'était plus intéressant pour eux de les publier après pour déstabiliser le système politique américain plutôt que de les publier avant et de favoriser Trump. Bien sûr. Parce que s'il arrive à la présidence, c'est qu'à un moment donné, il la déstabilise. Chose qui s'est passée. Il y a eu des emails de Hillary compromettants qui sont sortis juste avant les élections. Ça, c'est arrivé. Oui, mais c'était pas sorti par la Russie, c'était sorti par Wikileaks. Oui, de sources anonymes qui était en fait un mec du DNC lui-même, du Parti démocrate en fait. Ouais, le fameux Seth Rich qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais le truc, c'est que si en plus, alors, on prend un peu de recul. Il y a beaucoup de choses à dire sur Q en fait à ce sujet-là. Nous, on parle de ça depuis 2020 simplement parce que Q nous a mis au courant. Aujourd'hui, 5 ans après, alors que aucune autre source n'en parlait que les gens qui suivaient Q, on arrive à une confirmation quand même de ces choses qui étaient très très grosses.
le moyen de défense des gens qui n'y croient pas, c'est de dire, je trouve ça complètement ridicule. Ouais, de toute façon, Q, il a dit tout et n'importe quoi, fallait bien qu'il tombe juste sur certains dossiers. Bon, ok, donc ce genre d'argument de mauvaise foi, on va même pas les commenter. Mais la question à se poser, c'est que si ça, c'est vrai, qu'est-ce que c'est les autres éléments du narratif que Q a tissé devant nous qui sont aussi vrais? Justement, puisque tu parles de Q, pour moi, j'ai mis ici, Thierry, si tu veux bien partager l'écran, Q nous a permis d'avoir des clés pour avoir une certaine compréhension qui nous permettait, Rudy, toi, ça t'a permis de faire une explication détaillée à l'époque, en 2023, mai 2023, et il y a 2 ans, des choses qui sont en train de sortir aujourd'hui, tu vois, et qu'à l'époque, elles étaient traitées de complotistes, etc., etc. Mais premièrement, ça, c'était à la suite du rapport Durham, ça. Donc, on avait déjà des éléments qui nous permettaient d'aller dans ce sens-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce qui sort. Là, maintenant, c'est sorti, c'est mis à la face de tout le monde. Mais depuis 2023, le rapport Durham était sorti et disait exactement la même chose. Ils n'avaient rien depuis le début et pourtant, ils ont poussé le narratif. Mais c'est juste que le rapport Durham a été fait à cette époque-là, mais après, il a dû être examiné. Et donc, du coup, il a été donné par Durham aux services concernés, département de justice, FBI, etc., etc. Et peut-être pas le FBI parce qu'ils sont impliqués dedans, mais voilà. Et ça a pris un certain temps et maintenant, ce travail est fait. Donc, maintenant, on passe à l'étape suivante. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des arrestations, mais elles ne seront certainement pas demain. Pourquoi ? Parce que le système juridique prend du temps. Tu vois, entre la signature de Trump d'une loi qui a permis l'arrestation d'Epstein et l'arrestation d'Epstein, il y a eu plus ou moins 1 an et demi. Presque 2 ans, tu vois. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps vont prendre ces processus, mais pendant ce temps-là, la population est en train d'être gentiment emmenée à devenir complotiste. Parce que là, on parle littéralement de complot. Genre, c'est les accusations d'Obama, c'est le mot complot. Okay, on est dans le complotisme littéralement, là, tu vois. C'est même pas... Excuse-moi si je ne mets pas les wagons dans le bon ordre, parce que je pense que Q, il va falloir beaucoup en parler ce soir. Mais juste là, pour en terminer, un des éléments que Q nous a dit, c'était que, en gros, Trump et Poutine, notamment, sont dans les coulisses alliés pour faire établir le plan, faire tomber le deep state, etc., etc. Donc cette alliance, on ne sait pas de quand elle remonte. Toujours est-il que si jamais, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, Léo, si jamais, ou Nico, la Russie avait publié ces documents sur Hillary Clinton, on aurait pu faire, l'accusation de collusion entre Trump et la Russie aurait eu beaucoup plus de poids, en fait. Et donc ils auraient pu s'en servir. Donc en fait, non seulement ils n'ont pas pu s'en servir, ça aurait renforcé Hillary Clinton, ça aurait renforcé par opposition à la Russie et ce qu'elle représente aux yeux de l'Américain moyen, quoi. Voilà, ça aurait aussi renforcé toutes ces accusations de dire Trump, de toute façon, c'est un agent russe, Trump, c'est un agent russe. Et il n'aurait pas eu non seulement la facilité d'épouster ces informations, parce que quand même, ces accusations, ça fait 9 ans maintenant qu'elles sont en train de circuler, et il n'a pas été plus inquiété que ça. Il n'y a que les médias qui ont fait couler beaucoup d'encre sur la question. Mais aussi, ça permet de tirer le tapis sous les pieds d'Obama. Parce que si jamais il y avait effectivement une collusion russe, ce rapport aurait été crédible, du coup il n'aurait pas été obligé de falsifier des preuves, et du coup Obama ne serait pas dans la purée dans laquelle il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est intéressant de remettre tous ces éléments dans le bon ordre, quoi. Et moi j'ai eu cette image-là en fait. Là, je viens de la voir. On a parlé ces derniers temps d'Enoch, de sa vision des veilleurs chutés qui ont fait des géants et tout. Et il y a un truc, c'est quand tu regardes, si les géants étaient réels, ok, et physiquement, je veux dire dans la matière, et ils se déplaceraient certainement lentement du fait de leur masse et des dimensions qu'ils représentent, tu vois. Genre, et on remarque ça parce que les insectes, ils se déplacent très vite par rapport à nous, ils font des mouvements très rapides, et les animaux plus grands que nous, ils font des mouvements plus lents. Donc les êtres gigantesques, ils font des mouvements très lents. Et donc là, on est en train de voir des forces gigantesques en train de se confronter. L'État profond avec les forces patriotes. On est en train de voir un combat de titans. Et cela, puisqu'ils sont d'une taille extraordinaire, ça prend du temps. Mais les mouvements, ils sont lancés et ils deviennent inévitables maintenant.
cette idée a été mise dans la tête de tout le monde, même si les médias essaient de partir de dévier tout ça vers l'histoire d'Epstein, qu'on va en parler aussi d'ailleurs. Ces choses-là, elles sont lancées. Là, c'est le département. À partir de maintenant, tous ceux qui ne participent pas dans ces enquêtes-là et dans ce que Tulsi Gabbard a appelé, ça veut dire qu'ils ont collaboré avec Obama. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vais te dire un truc, ça va peut-être te surprendre, Léo. Enfin, ça va peut-être vous surprendre tous les deux, et même les gens qui regardent. Mais je pense que oui, il va y avoir des arrestations, mais que ça va pas être dans la continuité de ce qu'on voit en ce moment. Je pense que ce qu'on voit en ce moment va n'aboutir à rien. Ils vont nous sortir un juge qui va dire ah non, en fait, c'est pas lui, il n'était pas là, et on va mettre ça sous le tapis. On va parler de la mort de je sais pas qui, de quelqu'un d'important. Tiens, d'ailleurs, on en a perdu beaucoup. Je sais pas. Le truc, tu sais, il y a un truc dans le trading qu'il faut faire très attention. Et, c'est au moment où tout le monde pense que l'action va chuter, c'est le meilleur moment de vendre. Et en fait, ce que je veux dire, c'est la psychologie inversée. C'est si tu penses l'opposé des masses, la plupart du temps, tu es dans le juste. Mais ce que je veux dire... Tu vois ce que je veux dire? C'est si on applique cette mentalité des courbes, tu vois, c'est des choses qui sont posées sur la psychologie de groupe. Et donc, quand tout le monde perd l'espoir, c'est le moment où les choses arrivent, tu vois. Mais je vais te dire pourquoi je dis ça. C'est parce que ce qui se passe là en ce moment... moi, me confirme encore dans, on va dire, les convictions qui ont fait que j'ai commencé les décodeurs et tout ça. C'est-à-dire que Q raconte des trucs qui sont très vraisemblables, très plausibles. Il y a un plan qui a été élaboré, pas dans le détail, mais dans les grandes lignes devant nous. Et ce plan est très clair sur un truc, c'est qu'il va falloir passer par les tribunaux militaires. Et eux, ils sont pas encore dans l'équation en ce moment-là. Et les tribunaux militaires vont... Il y a eu des sujets abordés à propos des tribunaux militaires. Je sais plus où j'ai vu ça la semaine dernière, mais il y a eu des choses qui allaient dans ce sens-là. Mais oui. Pardon. Mais pour qu'on en arrive aux tribunaux militaires sur une affaire d'une ampleur comme ça, il faudra, je pense, en tout cas c'est ma lecture aujourd'hui, que les tribunaux civils montrent encore, si il y en a encore besoin, une fois de plus, que ils vont enterrer l'affaire, qu'ils vont pas en parler, que finalement tout ça va être mis sous le tapis, comme ça a été fait à de nombreuses reprises par le passé. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir encore sur un sujet comme ça écoute, déception. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que le premier coup est porté. Oui. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est l'escalade. Tu vois? Faudrait qu'on regarde bien. C'est l'escalade. Les uns vont pousser à la corruption, les autres vont pousser au jugement, et ça ne fera qu'accélérer, mais là, ça atteint des niveaux où ça se fait publiquement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a eu en même temps la commission parlementaire qui a ordonné à son président d'assigner Bill et Hillary Clinton dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Epstein. Et en même temps, on a Ghislaine Maxwell qui est assignée à témoigner depuis la prison, sous serment, devant les caméras, le 11 août. Donc, on va voir. Je n'ai pas trop d'espoir là-dessus. Et attends. Et en même temps, vous avez vu celle-là, les gars? Il est juste très vulgaire, non? Il y a autre chose à en tirer de cette vidéo? Il raconte les qualités et les défauts du crack en tant que drogue. Non, je vous jure, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous l'avez regardé bien? Non, j'ai juste vu passer. J'ai vu ce que d'autres en disaient. Je l'ai pas regardé. J'ai vu certains passages. Alors, la machine démocrate a essayé d'enterrer Joe Biden, mais le grand jury vient d'obtenir sa vengeance. Non, le big guy. Ah, le big guy, ouais, pardon. Il vient d'envoyer Hunter pour exposer tout le clan démocrate et l'ancien premier fils vient de lâcher des bombes genre des gros mots quoi, sur Obama, Pelosi, Clooney et les Clinton. Hunter met le feu à tout le parti démocrate. Donc Hunter, il est venu ici en tant que vengeur. Vous vous rappelez, quand il y avait cette histoire de Hunter Biden, on avait émis cette possibilité que Hunter Biden, peut-être qu'il a été poussé tellement loin qu'il a tourné. Et c'est pour ça que son PC, en fait, il l'a laissé là-bas. Tu vois, l'ordi de Hunter Biden, enfin, toute cette histoire, c'est vraiment une mise en scène, tu vois. Et maintenant, il semblerait que Hunter Biden confirme cette hypothèse que depuis le début, il bosse pour les autres en face par esprit de vengeance envers l'État profond qui ont détruit sa famille et sa vie, en fait.
Et qu'est-ce qu'il dit concrètement, du coup? J'ai pas traduit la vidéo, mais concrètement, il dit que il parle même des artistes du cinéma, qu'ils sont un clan, en fait. C'est une mafia et qu'ils se croient supérieurs aux autres et ils sont tous des traîtres égocentriques et qu'ils font des sales coups. Voilà, des trucs comme ça. Il donne des cas précis, mais je me rappelle pas de tout et j'ai pas sous-titré la vidéo. Tu vois, ça peut paraître improbable. Ça peut paraître improbable. Mais vu ce qui pend au nez, en fait, globalement, au Parti démocrate et à toute la sphère d'influence du Parti démocrate, etc., Hunter Biden, il se met dans une position un peu intéressante, malgré son passé de craqué, etc., de celui qui dénonce ce Parti démocrate-là, tous ces fonctionnaires de cette façon-là. Qui l'ont défendu, et mine de rien, et mine de rien, la politique américaine, elle est tellement folle qu'il se peut même qu'il se place comme étant le représentant du Parti démocrate. C'est peut-être fou de se dire qu'un mec avec un passé de craqué, de corruption, je sais pas, des prostituées, enfin, et Dieu seul sait quoi. Quand tu dis le représentant, c'est-à-dire le successeur, le prochain candidat à des postes importants, des choses comme ça. Des rumeurs circulent aussi là, de ce côté-là. Parce qu'il vient avec vraiment le gars qui vient poser les testicules sur la table. En plus, tout le monde les a vus, ces testicules. Donc voilà. Blague à part, Obamagate est une porte qui s'ouvre au chaos, car c'est officiellement la fin du monde politique occidental tel qu'on le connaît. Le rapport peuple-autorité va changer inévitablement. On a ce poste de Q, 31-25. Okay. Pourquoi je dis que les arrestations vont mettre un certain temps? C'est parce que nous sommes actuellement en plein milieu de l'opération psychologique de faire une démolition contrôlée du système. C'est ça qui est en train de se passer. Que ça soit clair, que tout le monde comprenne, pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qui est en train de se passer. Le jugement de Babylone. Okay? C'est ça. C'est le début, et pour éviter à ce que ça se fasse de façon trop rapide et sombrer l'humanité en chaos de façon permanente, ils sont en train de faire une démolition contrôlée parce que tout le système est construit autour de la corruption. Tout le système. Donc ce n'est pas celui qui est en tête le problème, c'est le trône lui-même le problème. Vous comprenez? Et donc, si on veut changer quoi que ce soit, il faut que ça tombe. Et ça, c'est en train de tomber là. Donc, on a le poste de Q qui nous dit quoi? Il nous dit la tentative de coup d'État, donc trahison, ouvre la porte publique à des événements plus graves. La pilule doit être facile à avaler. Parce que là, imaginez, les gens ont du mal à comprendre qu'il a pu avoir un complot, tu vois, au milieu politique, alors que le complot, c'est la définition même du monde politique dans les siècles derniers, tu vois. C'est un mot qui va avec. Et du coup, il commence avec ça parce que le reste, si on parle du reste, mais vous n'êtes pas prêts. C'est pour ça qu'on commence à entrer dans le spirituel maintenant, parce que tout comme on a préparé tout le monde pour cette période-là de destruction de la société, avec destruction du système avec Obamagate, Epstein et tout, le monde spirituel sera inévitablement impliqué. Et plus particulièrement, le monde spirituel venant d'Israël. Q dans ses posts, en plus d'écrire ce genre de choses en disant ce n'est que l'introduction, le public doit être préparé à ce qui va arriver, la fondation Clinton. Mais ce même Q, il dit aussi qu'il garde Israël pour la fin. Oui, il y a un truc intéressant que je trouve dans ce drop, c'est la phrase « la pilule doit être facile à avaler » en fait. Et peut-être que, alors en plus je te donne une transition sur l'autre sujet qui va bien, peut-être que c'est pour ça qu'il y a une temporisation qui est faite sur le sujet Epstein en ce moment. Parce que la pilule Epstein, à mon avis, est plus dure à avaler que la pilule trahison politique. Parce que bon, tout le monde le sait que Obama déteste Trump, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, ça fait 8 ans qu'ils n'arrêtent pas de lui déféquer dessus à longueur de journée, que ce soit les politiques, que ce soit les médias, que ce soit tout le monde. Donc cette détestation-là, elle est bien intégrée dans l'inconscient collectif, surtout du public américain. Que tu soutiennes Trump ou que tu le soutiennes pas. Par rapport à ça, du coup, la conclusion que, ok, d'accord, Obama, il a joué des pieds et des mains pour essayer de ruiner la présidence de Trump, c'est quelque chose qui n'est pas effectivement difficile à avaler. Donc, ça va
le salir politiquement, parce qu'on se rappelle d'Obama, moi j'ai mangé la pilule avec tout le monde en 2008, Yes Weekend, le premier président noir, il est super, il va sauver le monde, il va changer la face de l'humanité. Et maintenant, cette personne-là, faut voir un petit peu, essayons de nous remettre dans les chaussures dans lesquelles on était en 2008, quand Obama est passé à la présidence, l'espoir qu'il y avait dans le pays suite à ce bonhomme-là. Et maintenant, Obama... Moi, je voyais des gens pleurer en France. En France, genre des gens... ils parlaient de ça avec émotion en France. Genre, ouais, ok. Il y a un truc... Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui rentre pour moi bien dans le tableau, là, avec tout ce qu'on a abordé. Vous vous rappelez ce pourquoi il a été impeaché la deuxième fois, Trump? Pour cette conversation avec Zelensky? C'était la première, celle-là, non? Je crois la deuxième fois, c'était sur le 6 janvier. Non, la première fois, c'était pour... La deuxième fois, c'était sur il y a eu cette conversation avec Zelensky où il demande à Zelensky, il a dit, si tu as des documents sur les activités de Biden et des démocrates, en gros, en Ukraine... Ça, c'était la troisième fois, je pense, où ils ont voulu, mais ils n'ont pas réussi à lancer le processus. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Zelensky n'a... Alors, on ne sait pas s'il a fourni ces documents ou s'il n'a pas fourni ces documents. En tout cas, ils ont fait fuiter la conversation. Ça a causé énormément de problèmes à Trump. Aujourd'hui, intéressant de savoir, c'est que Zelensky se trouve dans une position très, très compliquée. Il s'en est pris à une institution anticorruption en Ukraine. Et là, toute la presse occidentale lui tombe dessus. Et pas que la presse. Tous les représentants politiques disent qu'en fait... Attends. C'est très important pour le narratif. Ouais. Et là, plus que jamais, Zelensky, il a besoin d'un sauveur. Explique ce qu'il a fait exactement. Explique. Parce que si tu donnes les détails, c'est là où on comprend qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Quelles institutions il a bloquées exactement? Voilà, il y a une institution qui s'appelle le NABU. NABU, c'était une institution qui a été créée par les Occidentaux et surtout les États-Unis, en fait, pour surveiller la corruption, pour combattre la corruption en Ukraine. Et donc, elle est supervisée directement des États-Unis. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient mettre d'énormément d'investissements en Ukraine et pour que cet investissement ne parte pas complètement dans les poches corrompues des représentants politiques ukrainiens. Voilà. Et nous avons parlé également de NABU et de son opposition avec le SBU, qui est sous contrôle direct du président ukrainien, par rapport à l'affaire Kolomoïski. Kolomoïski qui a volé un argent incroyable aux Américains, c'est des dizaines de milliards. Et maintenant, là, ce qui s'est passé récemment, c'est que Zelensky... Non, on peut dire qu'il était le récepteur de cet argent-là, genre l'argent USAID et de ce conneries-là, tu vois. Oui. Oui, mais il s'est tiré... il s'est tiré avec d'une manière... par une manipulation malhonnête. Et donc, du coup, il y avait une concurrence entre le NABU qui voulait avoir Kolomoïski et le SBU. Qui c'est qu'il aura en premier, etc., pour l'interroger, pour les faire cracher les documents, etc. Et le SBU l'a. C'est pour vous poser le tableau, comme quoi il y a des institutions qui s'opposent en Ukraine. Là, très récemment, donc du coup, le parti de Zelensky, ils ont émis une loi à l'Assemblée, justement pour superviser et contrôler les activités de NABU. Et il y a eu dans la foulée de cette loi les perquisitions par le SBU, donc sur ordre direct du président ukrainien, les arrestations des agents de NABU, etc. Et ça a été extrêmement mal vu. Donc ça veut dire que Zelensky a éliminé les agents occidentaux en Ukraine. C'est ça que ça veut dire. Ce qui pourrait être une position légitime. Je veux dire, Zelensky, je le porte vraiment pas dans mon cœur, mais... Je veux dire, quand tu as un organisme étranger qui se permet d'aller faire la loi et de dire qu'est-ce qui est de la corruption et qu'est-ce qui est cachère dans tes affaires, je veux dire, ça reste quand même... C'est peut-être la seule chose un peu souverainiste qu'il ait fait Zelensky depuis un moment. Quoi. Mais c'était juste une garantie de contrôle. Mais là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. C'est-à-dire que cette institution est une clé de voûte en fait de l'interaction entre l'Ukraine et l'Occident. C'est pour ça qu'ils réagissent d'une manière aussi virulente, les médias et également les politiques occidentaux. Et ce gars, maintenant, il le traite de dérive autoritaire, comme quoi il devient dictateur, qu'il ferme des trucs, machin, blablabla. Et Zelensky, il est dans des très très sales draps, parce que d'un côté, NABU, il enquêtait sur tout le système de corruption de Zelensky et de son entourage. Donc, il ne pouvait pas laisser se faire ça. Mais s'il empêche NABU d'agir, tous ceux qui lui envoient des milliards et des milliards, pareil, ils vont arrêter de lui envoyer des milliards. Et donc, du coup, tout le système va s'effondrer. On s'en souvient. Voilà. Maintenant, revenons au contexte où Trump, il demandait les documents des systèmes de corruption des démocrates et de Biden à Zelensky. À l'époque, peut-être qu'il ne lui a pas donné. On va voir comment il parle maintenant. Parce que le but principal de Zelensky, c'est de sortir de cette histoire vivante d'une manière ou d'une autre.
Donc en fait, la seule main qui pourrait lui être tendue maintenant, c'est celle de Trump. Voilà, et ça se passe exactement au même moment où sort le Obamagate, le discrédit du Parti républicain, démocrate, pardon, et toutes ces histoires. Donc on va voir, et en plus Trump, il a accordé, voilà, remettez à notre contexte, Trump, il a accordé 50 jours supplémentaires à la Russie avant de mettre des sanctions sur la Russie, en fait. Donc du coup, on arrive à la fin de l'été, en quelque sorte, et ça détruit de plus en plus de positions de Zelensky et ça met directement sa vie en danger. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais les processus sont là. Et on va voir comment l'oisillon va chanter maintenant. Alors comme tout le monde lui tourne le dos. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est fou, pendant que tu disais tout ça, que tu m'avais expliqué déjà tout à l'heure, j'étais en train de m'imaginer. T'imagines, tu as un ami, enfin t'imagines, tu as ces journalistes comme amis. Genre, les personnes qu'ils glorifiaient Zelensky jusqu'à là, et que maintenant, c'est un dictateur et tout. Genre, avoir ce genre de personnes dans ton entourage, ce genre d'intégrité dans ton entourage, je me dis, waouh, t'imagines, genre d'être entouré de personnes comme ça qui te lâchent pour un rien, qui t'attaquent pour un rien, tu vois, qui t'attaquent pour un centime, et après qui t'abandonnent pour, allez, je veux pas dire des grands mots, mais... tu vois, et j'étais en train d'imaginer comment ces gens-là, ils sont corrompus, mais c'est pas la faute ni de l'État profond, ni de Donald Trump, ni de qui que ce soit. Là, je parle des journalistes et des personnes qui ont mis leur nez dans cette histoire-là, tu vois. Et comment maintenant ils se tournent contre Zelensky, alors que jusqu'à là, il faisait le show, tu vois. Écoute, je sais pas, moi pour le coup, j'ai pas la même lecture sur ce genre de sujet, et puis je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus depuis un moment. C'est-à-dire que la manière que je vais de voir les choses est peut-être très simpliste, mais moi j'ai l'impression que ces journalistes-là, enfin ces pseudo-journalistes, c'est juste des gens qui reçoivent un email le matin et qui disent alors, de quoi on doit parler aujourd'hui? Zelensky, il faut lui taper dessus. Ok, on va le faire. Mais c'est ça que je dis, des gens sans âme. Ils sont animés par autre chose externe. Eux, ils réfléchissent pas, ils font ce qu'on leur dit. C'est ça, et ils profitent de la gloire et du confort que ça leur apporte, tu vois. Mais j'imaginais avoir quelqu'un comme ça dans mon entourage. Et je me dis, putain, j'aurais la même impression que si j'avais posé un loup à garder les agneaux, tu vois. Bref, question philosophique. On assiste à un billard en 18 bandes dans lequel il y a tous les acteurs et ils sont relativement importants dans l'évolution des dossiers qui sont là posés sur les tables maintenant. Écoute, ça c'est quelque chose pareil qu'on a vu venir et qu'on a même annoncé là, la vidéo où tu me montrais là où j'étais habillé en vert là de 2023 là, je l'ai revu pour voir un petit peu qu'est-ce que je racontais, et déjà à l'époque je racontais que, non je sais pas si c'était là ou si c'était dans un autre live là que je regardais là de l'époque, que les 3 films vont jouer en même temps. Donc ça, pour les gens qui nous rejoignent, il y a un des drops de Q, vous savez qui c'est Q, hein, si jamais vous savez pas qui c'est, à un moment donné il faudra peut-être qu'on refasse un point, mais en gros cet informateur secret qui est très très certainement lié à la présidence Trump, nous annonçait que lorsque ça allait partir, et ça a l'air d'être parti, déjà que le FISA égale START, c'est un des drops que beaucoup de gens avaient retenu. Donc FISA, c'est l'écoute illégale sur Trump, en fait. C'est les écoutes illégales sur Trump qui ont été organisées par Obama suite justement à ces fausses preuves qui avaient été créées par les renseignements sous Obama. Donc que ça, ce serait le début. Et qu'après, on aurait les 3 films qui joueraient en même temps. Les 3 films qui joueraient en même temps seraient le FISA-Gate. Donc le FISA-Gate, c'est l'Obama-Gate. En fait, c'est la même affaire, en gros. Le deuxième, c'est Panic in DC, donc Panique à Washington DC. On ne sait pas exactement de quoi il pourrait être question. Il y a tellement de corruption à Washington DC que ça pourrait être énormément de choses. Moi, je pense que c'est les élections. Maxwell, moi, je pense que c'est aussi les élections. Ça, c'est Gardien des pédophiles. Ça, c'est le 3e film, ça, les Gardiens des pédophiles, effectivement. Donc tous les dossiers. C'est pas les Clinton. De quoi? Guardians of the c'est bon, je veux dire, ils sont plusieurs. Hein, ils sont liés, en fait. Les 3 films, ils sont ensemble parce qu'aujourd'hui, on peut dire ils sont liés. La preuve, aujourd'hui, il y a Obamagate qui sort pendant que les autres en face font pression à Trump de sortir les dossiers Epstein. Et justement, j'ai quelque chose à dire à propos de ça. Et pendant ce temps-là, il y a les Clinton le Parlement qui appelle, le comité qui appelle à la citation à comparaître des Clinton sur l'affaire Maxwell, qui elle-même, elle est interviewée publiquement le 11 août. Enfin, je ne sais pas si c'est public ou c'est devant les caméras, enregistré et publié en post, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ces choses-là, elles arrivent en même temps, et ces choses-là, elles parlent de corruption, de complot contre Trump, d'élection, du coup, parce que ça se suit dans la logique, en fait, tu vois. C'est-à-dire, pour l'instant, il ne faut pas oublier l'Autopen, hein.
faut pas oublier l'autopen, c'est ultra important. Effectivement. Mais ça, à mon avis, ça pourrait faire partie de Panic in DC. Mais justement, là, j'ai l'impression que Trump pourrait se trouver dans une bonne position pour remettre un coup sur les vols de l'élection de 2020. Ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, vous nous avez cassé les pieds avec 2016 depuis 8 ans. Maintenant, vous avez toutes les preuves qui vous montrent que c'est faux. Maintenant, si on reparlait un petit peu de 2020, je pense qu'il pourrait jouer cette carte-là. Est-ce qu'il va le faire? Bon, en général, il aime bien surprendre. Il est pas là où on l'attend, Trump. Donc, mais ça pourrait être une des manières dont ça se déroule. Et donc voilà, on ne joue pas une carte. Ouais. Pourquoi, du coup, Trump sort pas les dossiers Epstein? Alors ça, on en a parlé entre nous. On a des théories différentes les uns les autres. Vas-y, Léo. Parce qu'on ne joue pas une carte qu'on n'a pas absolument besoin de jouer. Alors, pour moi, non. Ou c'est peut-être que Trump a déjà joué cette carte. Pourquoi? Vous vous rappelez qu'il y a eu récemment un dérapage assez conséquent entre Iran et Israël. Ça a failli partir en guerre sévère. Ouais. Et vous vous rappelez comment ça s'est arrêté net après une intervention de Trump? C'était tunk net, direct. Et si Trump, parce que l'affaire Epstein connecte directement Mossad et Israël. Okay? Et si Trump, dans la négociation de paix là-bas, il avait négocié qu'il y a certaines choses qu'il ne va pas révéler des dossiers Epstein, tu vois. Et donc, du coup, peut-être que... Ça, pour assurer la paix au Moyen-Orient, du coup, il se serait assis sur les dossiers Epstein. Parce que voilà, la paix dans cette région-là. Une partie des dossiers Epstein qui impliquent certaines personnes en Israël, justement. En gros, il leur dit, si vous travaillez avec moi, je ferai en sorte à ce que vous soyez pas touchés par cette affaire. En gros, dans la négociation, c'est des choses qui se font. Je sais que c'est pas très moral, mais il y a la politique et la morale, c'est pas dans la même pièce en général, tu vois. Non. Donc, et dans cette histoire-là, Trump a fait cet accord-là pour cacher une partie des documents et peut-être qu'ils sont en processus de comment publier ça pour éviter d'impliquer ces personnes avec qui ils ont fait une négociation. Et la raison pour laquelle les autres en face poussent pour que les dossiers sortent, c'est parce que si jamais Trump le fait, ça veut dire qu'il retire ce qu'il a proposé pour la négociation, ce qui donne la possibilité à Israël ensuite d'attaquer l'Iran, etc., etc. Vous comprenez? Donc, moi, ça, c'est mon idée. C'est une hypothèse, parce que je ne comprends pas comment des gens qui sont impliqués jusqu'à là dans l'affaire Epstein insistent avec autant de virulence à ce que ces dossiers soient publiés. Je ne comprends pas. Moi, je vais te dire, j'ai la réflexion parce qu'il y a eu quelques nouveaux éléments qui étaient intéressants, là, je crois, hier ou aujourd'hui. Alors attends, laisse-moi rassembler mes idées. Donc voilà, moi je vous avais raconté un petit peu cette hypothèse, vous avez un petit peu détaillé cette hypothèse la semaine dernière, comme quoi il est bien possible que pendant les 4 ans de l'administration Biden, notamment Maureen Comey, qui était procureur sur l'affaire Epstein, sur l'affaire Didier et compagnie, et qui est la fille d'un ancien directeur du FBI qui est impliqué jusqu'au cou là, donc dans ces histoires de corruption, Obamagate et tout ça, donc James Comey, qu'ils avaient pu forger, ça c'est de l'anglais ça, comment on dit en français, falsifier des documents, introduire des fausses preuves qui pourraient soit faire capoter toute l'affaire, par exemple en inculpant quelqu'un qui aurait un alibi béton et que du coup tu dis regardez, c'est n'importe quoi, regardez, lui soi-disant il est inculpé mais en fait il a un alibi qui est irréfutable, donc ça veut dire que toute cette histoire d'Epstein c'est pourri. Donc peut-être faire une espèce de démolition contrôlée en discréditant tout le dossier qui est voilà, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé donc hier ou aujourd'hui? Alors, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Lui, Trump, il continue sur sa voie de dire non, c'est le plus gros hoax c'est le plus gros canular qui est fabriqué par les démocrates. Il parle de fabrication de preuves et tout ça. Mais dans le même temps, on a le Congrès qui est quand même à majorité républicaine, donc qui est pas ennemi de Trump, qui est supposé le soutenir, qui fait l'interview de Ghislaine Maxwell dans quelques semaines. Donc ça, c'est un premier point. Donc peut-être que Trump, personnellement, semble freiner des 4 fers, mais c'est des gens qui sont supposés le soutenir politiquement. Il continue quand même à pousser des éléments qui sont intéressants. L'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il a dit, Trump, à comment elle s'appelle, Pam Bondi, au département de justice, de déclassifier tous les renseignements qui lui sembleraient pertinents dans le cadre de cette affaire. Crédible. Donc ça.
Crédible, c'est ça. Et le troisième point qui est arrivé hier, je crois, c'est qu'au Sénat américain, il y a eu une résolution pour déclassifier les documents de grands jurys relatifs à l'affaire Epstein, Maxwell et compagnie. Alors, en 2 secondes, c'est quoi les grands jurys? C'est un truc qui est spécifique à la justice américaine. Quand il y a une affaire grave, on fait en huis clos, de manière complètement confidentielle, une enquête, et il y a un grand jury qui fait partie du peuple, qui a été sélectionné parmi le peuple, qui se prononce là-dessus et qui dit oui, il y a matière à rendre ça public et à faire une affaire judiciaire publique, un procès, tout ça, ou alors non, il n'y a pas matière à rendre ça public parce qu'il n'y a rien, et du coup on évite de mouiller des gens qui finalement auraient été considérés comme innocents. Donc quand il y a eu cette résolution au Sénat de dire on va rendre public toutes les transcriptions du grand jury Epstein-Maxwell, le Sénat, les démocrates ont voté, je crois à l'unanimité, en tout cas, oui, je crois que c'est à l'unanimité, ils ont voté contre. Donc, en fait, ils veulent parler de cette affaire Epstein à partir du moment où c'est les documents que eux contrôlent. Les documents il y a des documents, enfin, je veux dire, ce vote non me fait penser qu'il y a des documents dont ils veulent absolument pas entendre parler. Et il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est le coup du, je sais pas, je suis pas pêcheur, mais j'ai l'impression que là le poisson il est ferré là, tu vois. Et là il y a tous les médias qui disent Epstein, certainement pour détourner l'attention de cette histoire d'Obamagate. Okay. Quand le poisson sera suffisamment tiré et que des choses vont être révélées, il va être très très difficile de faire demi-tour et de dire ouais non finalement c'est pas important, c'est du complot, il y a rien et tout ça. Donc peut-être qu'ils jouent aussi cette carte-là, les obliger à réclamer à corps et à cri pendant des mois à l'affaire Epstein pour que quand ils sortent enfin, l'intégralité des médias du monde soit obligés d'en parler. Donc c'est une hypothèse que je vous propose. Et pendant que tu émettais cette hypothèse, il y a cette nouvelle qui est sortie, la deuxième réunion entre le département de justice de Trump et l'associé d'Epstein, Ghislaine Maxwell, a conclu et elle aurait voulu une grâce du président Trump. Donc apparemment, elle demande un pardon présidentiel, Ghislaine Maxwell. Ça veut dire qu'elle a négocié quelque chose dans ce cas-là. Elle le demande, est-ce qu'elle l'a mais regarde la situation de merde. Si Trump il accepte, il donne raison à tous ceux qui le pointent du doigt comme faisant partie du truc, quoi, en étant tenu par les potes d'Epstein. Et si il ne le donne pas, tu vois, c'est très délicat comme mouvement. Moi, je ne sais pas comment le comprendre là, mais elle demande un pardon présidentiel. Moi, je vous dis, cette histoire de Maxwell, peut-être que je Trump, il ne peut pas donner un pardon. Ça pue cette histoire du 11 août. Moi, je ne mettrai pas tous mes espoirs là-dessus en disant vous allez voir ce que vous allez voir le 11 août. Je trouve que ça sent un peu le caca, cette histoire-là. Donc, on verra, j'espère me tromper, mais ça sent pas bon. C'est ça, tout ça pour dire que oui, cette histoire avance, mais de rappeler que justement, cette image, elle est superbe. Les géants avancent lentement. Les titans avancent lentement. Et là, c'est une guerre de titans. Voilà. Et il se trouve qu'elle se fait au-dessus de nous et on se fait écraser entre-temps et on doit faire attention, justement. Il faut avoir les yeux pour les voir, les géants. Ils sont toujours là, ils sont plus que jamais, tu vois. On a parlé d'Enoch et tout ça. Alors, du coup, tout ça pour dire quoi, finalement? Que la situation, elle est compliquée et que peu importe ce qui se passe maintenant, ça montre que la situation avance, mais l'impatience, elle est inutile. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? En fait, si vous êtes impatient sur cette histoire-là, occupez-vous de vous. Parce qu'encore une fois, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on profite de cette opportunité, cette fenêtre d'Overton, pour qu'on récupère notre souveraineté. C'est pas pour devenir des suiveurs d'un X ou Y. C'est pour récupérer notre souveraineté à ce que chacun soit un suiveur de son intuition, de son cœur, et qu'on puisse vivre en liberté, en fait. Moi, je vous ai dit, cette histoire ne se terminera pas tant que j'aurai pas un morceau de terre pour lequel j'aurai des comptes à rendre à personne. Morceau de terre qui sera pas à moi. Tu vois, je n'aurai pas d'impôt à payer parce que je vis dedans et je devrais rien à personne. Parce que la terre, elle appartient à tout le monde. Et donc, un morceau de terre, lequel je peux travailler, je peux me nourrir avec et de vivre de façon autonome, tant que je n'ai pas ça, pour moi, ce n'est pas fini. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, ça va dans le sens d'un État qui va prendre soin de l'individu, ça, pour moi, c'est la fin. C'est là où tout se termine, tu vois.